Bien, alors maintenant je me tourne vers Bernard Méry. Bernard Méry, vous êtes venu déjà dans cette émission plusieurs fois et vous aviez présenté 2 ouvrages, dont l'un qui s'appelle Les Nouveaux Parrains et l'autre... C'était Justice, franc-maçonnerie, corruption. Voilà, Justice, franc-maçonnerie, corruption. Vous vous êtes rendu fameux en entrant en résistance contre l'influence maçonnique au sein de la justice en France. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être d'autres combats plus commodes et plus confortables à mener, et le résultat, c'est que hier, vous avez appris... Alors, pas hier, non. Récemment. En fait, ils ont des pratiques assez fréquentes. C'est que ils vous font, il y a tout un jour une signification. Vous savez que dans la signification maçonnique, le 24 décembre est le renouveau de la lumière. Or, ils ont donc choisi la date du 17 décembre, quelques jours avant le renouveau de la lumière, pour tuer, j'allais dire, l'obscurité que j'étais, puisque je dénonçais la franc-maçonnerie. Et je me fais un peu l'effet, si vous voulez, de ce brave homme, enfin ce pauvre homme peut-être, qui se retrouve en prison parce qu'il avait un peu trop bu, alors qu'il n'avait mis de 5 ans de prison, une sorte d'assommoir. Je me fais cet effet parce que je suis radié. Voyez-vous, un avocat qui n'a jamais touché à l'argent, qui n'a jamais commis quelque chose, c'est-à-dire détourné des fonds, fait des fraudes fiscales, conduit en état d'ivresse, assassiné sa belle-mère, tout cela n'est que broutilles qui vous conduit à quelques mois de suspension avec sursis parce qu'on vous donne une chance. Vous savez que partout en France et ailleurs, on vous donne toujours une chance. Il y a toujours une première. En ce qui me concerne, il n'y a rien. Il n'y a rien, et qu'ont-ils fait? J'ai sorti mon premier livre en 98. Et ils ont mis 4 ans pour accumuler 8 affaires. 8 affaires, et cela se solde par ces différentes plaintes, parce qu'il y avait des plaintes, font apparaître une constante dans le comportement. Figurez-vous, 8 ans, 7 ans, 5 affaires pour un avocat qui en a des milliers. Enfin, c'est vrai qu'on en fait des milliers. Mon confrère agoniste se souvient. Eh bien, on a sorti ces 8 affaires comme une constante dans le comportement, à savoir le recours systématique aux accusations d'appartenance à un réseau et singulièrement, voyez-vous, à la franc-maçonnerie. Parce que ça, ils disent. Ah, c'est écrit. Vous êtes viré pour ça. C'est écrit. C'est extraordinaire. C'est écrit comme cela. Alors, je vais vous donner un exemple de poursuite, qui est une phrase. Vous allez juger à quel point c'est dangereux. Et ça signifie la folie pure. J'ai écrit à un bâtonnier de Versailles: je reçois votre courrier du 3 octobre à la signature éloquente ou inquiétante, selon. Croyez-moi, confraternellement, vous devriez consulter. Eh bien, voilà un des types de poursuites qui me conduit, qui est une lettre, disons, d'un confrère inscrivant à un avocat confraternellement, mais privé, bien entendu, c'est-à-dire non public, et qui est simplement une sorte, un petit peu, j'ai cru penser qu'il y avait un peu d'humour. Et voyez-vous, ces termes-là font partie d'une des 8 affaires qui sont qualifiées comme un grave atteinte à l'honneur et qui conduisent un avocat à la radiation. Alors, la radiation, dans mon cas, me paraît être une élimination pure et simple. Vous voyez, nous sommes dans un État français qui, soi-disant, prône la liberté, l'impartialité, l'équité, et j'ai, en effet, mon combat était de dire qu'il y avait des réseaux. Il paraît que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas des réseaux et que de dénoncer des réseaux est contre l'honneur. Il paraît que tous les juges sont honnêtes par définition et prétendent que quelques juges ne le seraient pas serait un crime contre l'honneur et mettrait en cause l'intégrité ou l'institution judiciaire. Je dois dire que nous sommes dans un état actuellement qui est affolant. Il y a une sorte de mainmise sur la défense qui fait qu'on voudrait que ce qu'écrit un avocat soit préalablement contrôlé, estampillé par l'ordre des avocats, sous un régime que personne connaît, qui est la procédure du visa préalable.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mais si vous me permettez de vous interrompre une seconde, il y a quelqu'un qui a été victime de la même chose pour des raisons légèrement différentes il n'y a pas très longtemps, c'est Maud Marin. Exact. Maître Maud Marin a été radiée du barreau de Bobigny, je crois. Oui, parce qu'elle avait écrit un livre dans lequel elle dénonçait l'impunité à peu près totale de la racaille protégée par la peur que les magistrats avaient. Elle racontait des scènes dans ce livre qui sont extraordinairement évocatrices. Elle raconte comment, par exemple, elle a vu une juge littéralement trembler de terreur devant un petit barbeau de banlieue qui la menaçait directement. Et pour ça, pour avoir donc en quelque sorte levé le voile, arraché le voile de Thémis, je ne sais pas si on peut dire ça, elle s'est retrouvée radiée, c'est-à-dire, j'espère que ça ne sera pas votre cas, mais dans le cas de Maud Marin, c'est mon cas déjà. Elle est berufsverboten, c'est-à-dire interdite de toute activité professionnelle. Non, mais attendez, c'est mon cas, parce que voyez un petit peu l'absurdité ou la panique de ces gens, c'est qu'ils me radient dans le premier degré, c'est-à-dire qu'évidemment il y a un appel, mais ils ordonnent l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'ils vous radient, ils se moquent éventuellement du deuxième degré de juridiction, ils se moquent de l'effet suspensif, ils vous excluent, ils vous sortent dehors de la profession. C'est-à-dire que les clients que je défendais, et que je défendais bien, puisque tous mes clients actuellement sont derrière moi, actuellement sont privés de défense. Et que fait l'ordre? Il désigne un avocat, c'est-à-dire un avocat de leur côté. C'est incroyable. Et cet avocat va obliger ses clients que je défendais à accepter qu'ils prennent en charge leur dossier. Non mais, enfin... Alors, imaginez des clients qui attaquaient des francs-maçons, eh bien, on va leur mettre un avocat franc-maçon qui va les faire perdre. Mais c'est complètement fou. Mais attendez, il faut lire cet arrêté rendu par des gens célèbres, aussi célèbres que la fille de Carrère d'Ancos, qui est actuellement secrétaire de la 3e formation disciplinaire, qui a à sa tête comme président un bâtonnier inamovible, parce que nous savons que l'ordre des avocats, qui est une émanation pétainiste, mais il faut le dire, à un moment donné qui n'était pas le meilleur. Personnellement, je ne lui en ferai pas le reproche. Non, je sais bien, mais c'était à une époque où il n'y avait pas, j'allais dire, c'était pas la plus grande démocratie. Il y avait quand même quel était le but de l'ordre? Le but de l'ordre est de maintenir sous le contrôle la défense. J'avais comme idée que l'avocat était le dernier rempart contre l'arbitraire. J'avais dans l'idée, parce qu'on me l'avait appris, que l'avocat était celui qui devait défendre. Mais si vous me permettez une seconde, c'est très intéressant ce que vous venez de dire à propos de l'origine de l'ordre. Parce que l'ordre a été fondé par l'État français. Comme l'ordre des médecins. Comme l'ordre des médecins. Or, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette période ténébreuse, de ces années noires, sombres de la collaboration et de l'État français, où la France a été écrasée par la dictature pétainiste? On pouvait imaginer que les libérateurs, revenant à la lumière et apportant l'air frais de la liberté, faisant souffler l'air frais de la liberté sur un pays accablé par la dictature, allait, première chose, supprimer les institutions créées par le dictateur. Or, donc supprimer l'ordre des médecins et l'ordre des avocats. Et ça n'a pas été fait, curieusement. Alors moi, je me demande si c'est pas justement parce qu'ils se sont dit, ces libérateurs, que finalement, c'était pas une si mauvaise idée qu'il avait, Pétain, c'était simplement ce qu'il aurait fallu faire, et ce qu'ils ont fait, eux, c'était infiltrer ces institutions de ses propres hommes. Autrement dit, il ne faut pas s'étonner que la maçonnerie ait immédiatement infesté des organisations comme ça, en se disant ça marche très bien, ça a marché jusqu'à présent très bien, et maintenant on va s'en servir. C'est un peu, c'est la même chose que les voies de chemin de fer. Quand les libérateurs sont arrivés en France, ils n'ont pas arraché les voies de chemin de fer sous prétexte qu'ils avaient servi à faire rouler des trains pétainistes. Ils ont simplement fait rouler des trains gaullistes dessus. Et ben non, mais donc voilà, le résultat, il est évident que c'est une organisation, effectivement. Mais c'est ce que je dénonce, c'est que les ordres sont là uniquement pour assurer que les réseaux seront protégés. Nous sommes dans un réseau, et comme vous disiez, qui a en effet fait ses preuves,
ses preuves, c'est-à-dire que ce réseau est là pour contrôler la liberté de défense, faire en sorte que les intouchables, que je dénonce, ne puissent pas être touchés, et à partir du moment, et là c'est une terreur, il faut quand même bien voir les choses. Vous avez un exemple hier, alors d'abord je voudrais vous dire qu'il y a eu un précédent en 1911, un avocat qui s'en était pris à la franc-maçon a été immédiatement radié. Le deuxième, c'est moi-même, en 2002, parce qu'entre-temps, vous voyez, ça a porté comme exemple, puisque personne n'a osé s'en prendre la franc-maçonnerie. Un vaccin qui demande une piqûre de rappel tous les siècles. Sans doute parce que j'ignorais en effet que cet avocat était radié. Il fallait un siècle pour l'oublier. Un siècle plus tard, en 2002, je suis donc le numéro 2. Voyons les choses très clairement. Je n'en veux absolument pas à la franc-maçonnerie en général, puisque c'est une croyance comme une autre. Ah, je ne dirais pas ça. Hein. Oui, mais moi... Vous aurez votre tour, docteur, pour dire du mal des francs-maçons. Oui, mais moi, j'en veux simplement à ceux qui se servent de la franc-maçonnerie. Vous savez, je disais une chose qui était claire. Vous avez des gens qui sont jeunes et qui obtiennent immédiatement la Légion d'honneur. Pourquoi ? Qu'ont-ils fait de particulier? Sont-ils les grands ténors du barreau? Ils ont la Légion d'honneur. Or, j'ai toujours dit qu'un signe distinctif était cette cumulation de l'ordre du mérite et de la Légion d'honneur. Quand vous voyez quelqu'un, et surtout au barreau, on les voit, c'est le signe de reconnaissance. Vous comprenez très bien que ces gens-là n'ont rien à faire du droit. Ils s'en moquent, ils construisent. Regardez. Il me condamne alors que j'avais interjeté appel, c'est-à-dire j'avais fait appel d'un précédent jugement et il devait s'arrêter, puisque un appel est suspensif et dévolutif, c'est-à-dire qu'ils sont dessaisis d'office par l'appel. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils statuent sur la recevabilité. Ils disent non, votre appel n'est pas recevable. Alors, voyez des gens qui sont censés être des juristes. Enfin, on devrait considérer que les meilleurs sont là. Eh bien, ces gens-là se moquent du droit et, je vais vous dire quand même, j'ai rencontré hier M. Evans dans les couloirs. Nous avons tous les deux hésité. Est-ce que nous allions tourner la tête à droite, chacun ne pas nous voir? Et j'ai fini par dire, vous qui passez sans me voir, vous savez, selon la fameuse chanson. Et nous sommes arrêtés. J'ai dit, monsieur Evans, pourquoi avez-vous fait cela? Et il m'a dit, c'est parce que vous êtes un paranoïaque. Et que le paranoïaque est un danger pour la justice. Mais je dis, monsieur le bâtonnier, c'est parce que vous avez écrit dans l'arrêté. Vous ne parlez pas de paranoïaque. Et alors, je me suis souvenu un jour que j'intervenais dans une affaire pénale contre X à Lyon. Et le magistrat, qui était un franc-maçon notoire, mais alors j'avais tout son pédigré, il était même à 33e degré, avait avec rage rendu contre mon client une ordonnance de non-lieu en indiquant dans son ordonnance que son conseil était un paranoïaque. Voyez, et en fait, c'est simple. Comme il disait autrefois que Hitler était un paranoïaque, que Pétain était un paranoïaque parce qu'il s'en était pris à la franc-maçonnerie, eh bien Bernard Méry est un paranoïaque. Donc un hitlérien. Mais c'est ce qu'on appelle la réduction ad Hitlerum. Mais regardez, si je suis un paranoïaque, je suis un malade. Or, on ne condamne jamais en droit français un malade, on le soigne. Si je suis malade, je ne suis pas responsable de mes actes. Alors, vous voyez, c'est se moquer du monde. Et qu'est-ce qu'il m'a dit encore, ce bâtonnier? Quand je lui ai dit, mais attendez, faites au moins un effort de rédaction, faites semblant de connaître le droit. Il m'a dit, la Cour s'en chargera. C'est-à-dire qu'ils savent déjà que la Cour va confirmer, parce que c'est un ordre qui vient de tout haut, car je me souviens d'avoir vu dans mon dossier une lettre de Madame Lebranchu, qui était franc-maçonne, on savait que c'était pas ça, et bien que Madame Lebranchu disait, mais pourquoi n'arrivez-vous pas encore à le chasser? Mais qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas encore ici? Ils ont mis 4 ans de procédure où je me défendais tous les jours en défendant mes clients. Eh bien, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, un recours devant le premier président, ça sera le 15 janvier. Mais le premier président, vous pensez bien qu'ils ont déjà rendu leur décision, et ensuite un appel. Mais figurez-vous
que dans l'appel que j'avais fait dernièrement, je vous le dis parce que c'est encore, il faut savoir comment se passe le droit. Eh bien, mon avocat qui était absent et devait plaider ailleurs a envoyé une lettre à la cour en disant « Je ne peux pas être là parce que je plaide ailleurs pour une affaire pénale ». Eh bien, il demandait un renvoi même à 6 jours. Et la cour a indiqué qu'elle rejetait la demande de renvoi. Mais, ça c'est incroyable. Mais constater l'absence d'avocat et l'absence évidemment du client, moi-même, pour en déduire que j'abandonnais mon recours. Alors voilà, il n'y a plus de procès. Et ça se passe en France. Il faut que vous sachiez qu'hier ou avant-hier, un avocat qui venait sur une garde à vue, un jeune avocat qui venait sur un aveu, qui exigeait de l'officier de police judiciaire qu'il respecte les droits de la défense et surtout qu'il avertisse, vous savez, les fameux droits préalables, vous avez le droit de ne pas parler, de ne pas répondre. L'officier de police qui refusait d'appliquer ce fameux article 63 que tout le monde connaît, et des droits élémentaires, ce qui se passe, vous savez, dans tous les films américains, vous avez le droit, etc., de ne pas parler, de parler qu'en présence de votre avocat, etc. Eh bien, l'avocat insistant, exigeant que ça soit noté que l'autre refusait, l'officier de police judiciaire a téléphoné au procureur de service de Paris et l'avocat s'est retrouvé en garde à vue pendant une nuit. Et que le procureur a dit ça lui fera les pieds, et que le bâtonnier Evans a dit ça ne nous concerne pas, il avait qu'à être modéré. Voilà où nous en sommes. Donc sachez que l'ordre des avocats n'est pas là pour défendre la liberté, mais au contraire est là pour nous faire taire et nous museler. Et je dis attention, il y a un grand péril de la défense.